des vies et des hommes. Isabelle Rupin. Dimanche, le 22 juin, les motards sillonneront les routes de la Mayenne. Et pourquoi ? Ça sera comme tous les ans et ça sera pour sensibiliser au don d'organes parce que c'est vraiment la journée nationale du don d'organes. Et de tissus. Et de tissus humains, vous avez raison, le 22 juin. Pour contribuer, participer aussi à cette sensibilisation, nous avons aujourd'hui 3 personnes très engagées à des titres divers dans cette sensibilisation. Delphine Gillot, vous êtes infirmière coordinatrice pour les dons d'organes et de tissus au centre hospitalier de Laval. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vraiment un des maillons essentiels de la chaîne du don, en fait. Voilà, du potentiel donneur qui arrive à l'hôpital jusqu'à la fin du processus, les greffons qui partent pour aller vers des personnes en attente de don. Et puis Jean-Marie Plourdeau, je vous représente quand même, même si en tant que président de France Adot pour la Mayenne, nous vous connaissons bien et non, on a souvent l'occasion de se parler. Donc merci d'être là à nouveau. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir sollicité aussi un témoin. Joseph Aubin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes témoin parce que vous êtes greffé d'un rein depuis 11 ans. Et vous vivez très bien avec, visiblement. Très bien. On va reprendre dans l'ordre le rappel sur la nécessité de donner ces organes. Il est toujours aussi important à faire, à rappeler. Jean-Marie ? Oui, alors effectivement, c'est toujours très important. Même si en 2024, au niveau national, on a atteint le niveau de greffe de 2019, d'avant pandémie, ça reste globalement insuffisant, puisqu'on est sur une liste d'attente de malades, de patients, de plus de 22 000, 23 000 personnes en attente d'un organe en France. Quand on parle de don d'organes, on imagine on va donner un cœur, on va donner un rein. En fait, l'éventail de ce que l'on peut donner est beaucoup plus large. Delphine Gillot, c'est vous qui allez pouvoir nous expliquer tout ça. On peut donner des organes, mais on peut aussi donner des tissus. Au niveau des organes, on peut donner un cœur, les poumons, le foie, les reins, intestin, pancréas. Mais il y a aussi les tissus qui sont aussi importants, qui sont greffés peut-être un peu plus dans le temps. Il y a les cornets. Quand vous voulez dire un peu plus dans le temps, c'est-à-dire on est moins timé. Dans l'urgence. Dans l'urgence, oui, je veux dire, voilà. Ouais. C'est ça. Ils sont prélevés en post-mortem et après c'est envoyé dans des banques de tissus et c'est en fonction des besoins qu'ils vont être donnés aux gens en attente de greffe. Ça veut dire qu'ils peuvent être conservés quelque temps. C'est ça, à la banque de tissus. Donc par exemple, ça peut être des cornets. Des cornets, des tendons, de la peau, des artères, des veines, des os. C'est vrai que c'est moins connu. C'est moins connu. Il y a aussi le don de plasma et de moelle osseuse. Voilà, d'ailleurs. et le sang aussi, mais alors, du coup là. Et le sang aussi. Disons que là, c'est peut-être quelque chose de plus habituel et j'espère que nos auditeurs font ce don fréquemment parce que c'est vraiment quelque chose de très facile à faire. Et alors, justement, s'il y a autant d'attentes, comme vous le soulignez, Jean-Marie Plourdeau, sur les 22 000 personnes qui attendent, c'est ça, une greffe, c'est parce qu'on a quand même de l'appréhension encore à donner. On ne sait pas trop comment ça se passe. De la méconnaissance. Donc, on va essayer justement avec vous, aujourd'hui, avec vous 3, là, d'aider à lever tous ces freins et en particulier cette méconnaissance. Alors déjà, il y a un cadre très strict, on le rappelle à chaque fois. Oui, le médico-légal. Donc, voilà. En fait, pour donner ces organes, il faut être en mort encéphalique. C'est-à-dire que du coup, le cerveau ne doit plus être perfusé du tout. Et du coup, on doit aller par des examens, un scanner cérébral, s'enquérir de cette mort encéphalique et elle doit être validée sur un procès-verbal de mort par 2 médecins différents. C'est très, très strict. Ça, on parle des prélèvements sur des personnes décédées, parce qu'il y a aussi les prélèvements... le don du vivant. C'est peut-être une deuxième partie. Et ce qu'il faut rappeler aussi, et Jean-Marie, vous nous le rappelez à chaque fois, c'est qu'on est présumé consentant au don d'organes. La nouvelle loi, nous sommes tous donneurs. Après, pour faciliter, il faut s'être positionné pour ou contre auprès de sa famille et de ses proches pour pouvoir que le processus soit plus facile et qu'il se passe très très bien au niveau des familles. Parce que c'est souvent une décision à prendre un peu dans l'urgence. C'est ça. Avec déjà, il y a l'annonce de la mort du proche. Donc c'est déjà un moment pas facile.
Et après, dans un autre temps qui est quand même assez rapide, malheureusement, il faut pouvoir savoir ce que pensait ce défunt de son vivant. Et que tout le monde soit bien clair avec ça. Delphine Gillot, on va passer un petit peu de temps avec vous. Comment ça se passe en fait concrètement? Alors admettons, voilà, vous avez annoncé le décès. La famille, un médecin réanimateur avec l'équipe de réanimation en général annonce le décès. Et alors après, le processus. Et après, dans un deuxième temps, on revoit la famille et en fait, on doit s'enquérir de la non-opposition du défunt de son vivant. C'est-à-dire, est-ce qu'il s'était positionné pour ou contre le don d'organes, même si la loi dit nous sommes tous donneurs, on doit s'enquérir de sa position de son vivant. Parce qu'on a moyen d'être inscrit sur le fichier. Voilà, il y a le registre national des refus, donc ça c'est vraiment une particularité où nous, c'est médico-légal, on doit le consulter pour être sûr que la personne n'est pas inscrite dessus. Mais aussi, on peut avoir dit à ses proches qu'on était contre, et dans ces cas-là, du coup, on ne pourra pas aller au prélèvement non plus, parce que la personne de son vivant était contre. Si on ne s'était pas positionné, c'est là que c'est souvent plus compliqué puisque les familles ne savent pas, elles n'osent pas dire voilà. Donc après, c'est à nous d'aller expliquer vraiment comment ça se passe, que de lever justement toutes les appréhensions, que c'est un acte chirurgical, qu'on ne prélèvera des organes que s'il y a quelqu'un qui est en attente de le recevoir. Si on ne trouve personne qui correspond au niveau de la morphologie ou du groupe sanguin, on ne prélèvera pas l'organe s'il n'y a pas quelqu'un qui l'attend en retour. C'est vraiment que en cas de besoin. Et c'est pareil. Et on rendra le corps vraiment comme un acte chirurgical. Ça ne se voit pas. Et ça n'empêche en rien après d'être incinéré ou de faire comme une inhumation classique. Voilà, c'est ça. Il faut sans doute tout le temps aller très très vite pour vous en tant qu'acte chirurgical pour que l'organe soit encore irrigué. Voilà, et viable, qu'il puisse avoir une bonne fonctionnalité après, une fois qu'il est transplanté sur quelqu'un qui est en attente. Donc en effet, une fois qu'on part dans ce processus, au niveau de l'acte chirurgical, c'est après que c'est plus timé. Vous avez combien de temps, en fait, par exemple, si vous prélevez un cœur? Il y a 4 heures pour transplanter après un cœur, 6 heures pour des poumons, 8 heures pour un foie. Ça veut dire 4 heures à partir du moment où vous avez prélevé le cœur. Voilà, où l'équipe chirurgicale a prélevé le cœur et retourne où le cœur et le greffon est en attente. D'accord, donc 4 heures. 6 heures pour les poumons, 8 heures pour un foie. Les reins, c'est un peu plus long, mais plus on est rapide et plus les organes, en fait, ils reprennent une fonctionnalité correcte et rapide aussi pour ceux qui sont en attente de greffe. Vous êtes à plein temps là-dessus ou vous avez d'autres... Non, je suis à mi-temps. Mon autre mi-temps étant, je suis infirmière de réanimation, donc j'ai les deux côtés. Et on est une équipe de 8 astreintes. En astreinte, c'est-à-dire qu'on est là, il y a toujours quelqu'un sur le téléphone d'astreinte, 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, pour pouvoir être là si jamais il y avait un donneur potentiel qui arrivait sur l'hôpital. Parce qu'on comprend qu'il faut aller vite. Et alors, par exemple, à l'hôpital de Laval, vous avez prélevé combien d'organes, par exemple, pour l'année 2024 ? En 2024, nous avons fait 3 prélèvements d'organes pour aller jusqu'au bloc. Et au total, ça a permis de greffer 10 personnes différentes, 10 organes. Donc, du coup, on avait prélevé un poumon, 3 foies, 6 reins. C'est pas une paire de poumons à chaque fois, non, c'est un poumon. On peut faire les deux, ça dépend qui en a besoin. Voilà, c'est ça. Ça peut être une mono, le poumon droit ou le poumon gauche, ou les deux. Et il y a aussi des fois le cœur et les poumons en même temps. D'accord. Quand vous avez été donc confronté à ça, je sais pas, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué, des anecdotes particulières qui vous ont touché? Alors chaque histoire de famille est différente. On fait en fonction des familles en fait et de leur passé à toutes. C'est très riche et ça nous apprend qu'il faut quand même beaucoup de patience et aussi de pouvoir apporter beaucoup de connaissances à ces familles qui sont souvent dans la méconnaissance. On manque un peu d'informations, c'est un sujet qui fait un petit peu peur, mais en général ça se passe très bien. Quelles sont les craintes ou les questions que vous posent les familles? Souvent c'est à qui va aller est-ce que vous savez à qui vont aller les organes? Alors c'est le don d'organes, c'est anonyme, gratuit, et on peut avoir, après si les familles le souhaitent, leur donner des nouvelles des greffons. Seulement sur la partie, le greffon fonctionne bien. Mais maintenant, on n'a pas plus
pas plus de détails, pour respecter l'anonymité. Et ça, vous sentez que c'est important, oui, que de ne pas avoir donné pour rien, en fait. Enfin, d'où l'idée de demander des nouvelles. Hein, oui, c'est ça. Ou alors, c'est au greffe. moins ce décès malencontreux, pas prévu, aura servi à d'autres à sauver des vies. Et ça, oui, ça, c'est quelque chose aussi qui est important pour les familles. Et après, leur autre question, c'est comment vous allez me redonner le corps de mon proche. Donc là, on explique bien que c'est vraiment un acte chirurgical et que ça ne se voit pas du tout. Mmh. Alors ça, donc c'est pour tout ce qui concerne les dons à la suite de décès, mais on disait tout à l'heure, il y a aussi les organes du vivant. Donc là, on reprend le sang, le plasma, la moelle osseuse. Et puis il y a aussi par exemple les reins. Et justement, Joseph Aubin, donc vous, c'est votre cas. Qu'est-ce qui a nécessité que vous ayez une greffe de rein ? En fait, c'est familial. C'était transmis par ma mère et chez elle, c'était son père. Donc, c'est une affaire de génération, de famille. J'ai 4 enfants. J'en ai 2 qui ont la même maladie que moi, qu'on appelle une polykystose rénale. C'est-à-dire, ce sont des kystes qui grossissent et qui étouffent les reins. Donc, à un moment, les reins ne fonctionnent plus. Et la seule issue, c'est la greffe ou la dialyse. Et alors, on sait que la dialyse, c'est quand même extrêmement contraignant. Hein. Vous avez eu aussi alors, moi, j'ai eu la chance de ne pas passer en dialyse. Ma mère est passée 35 ans en dialyse avant de mourir. C'était une des dialysées qui restait le plus longtemps en dialyse, en fait. Et elle ne s'était pas fait greffer parce que c'était les débuts de la greffe. Les anti-rejets, qui sont des médicaments qui permettent de préserver les reins sur une longue durée, enfin les reins, tout organe d'ailleurs, n'existaient pas, n'étaient pas encore tout à fait au point, donc ça lui a fait peur et donc elle ne s'est pas fait greffer. Et donc, on a baigné dans ce milieu-là toute notre enfance, en fait. Oui, vous saviez... oui, je savais, à 17-18 de tout temps. ans. Ouais. Et alors, donc vous avez sollicité la greffe dès que ça a été possible, en fait, c'est ça. Mais vous avez attendu assez longtemps, en fait, pour avoir une greffe. C'était assez vite, en fait. En 6 mois, j'étais inscrit sur la liste. Oui, parce que, la maladie ne s'est pas déclarée tout de suite, en fait. C'est ça, votre rein a bien fonctionné jusqu'à un certain... Voilà, il y a un suivi régulier tous les ans. Puis après, ensuite, au fil de l'évolution de la maladie, on a un certain nombre d'indicateurs qui nous permettent de voir comment évolue la maladie. Et lorsqu'on arrive en phase finale, on passe à la greffe ou dialyse. Sinon, on s'empoisonne et on meurt. Voilà, c'était le cas de mon arrière-grand-père. Et alors, votre rein, d'où vient-il ? Est-ce que vous savez ? Non. 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 Donc c'est pas quelqu'un de votre famille, puisqu'en plus ma femme s'était proposée et on a trouvé un rein qui était plus compatible dans l'entretemps, je dirais. Ouais. Et alors, comment est-ce que qu'est-ce que vous éprouvez justement avec avec ce rein étranger, en fait, c'est une grande ce chaîne donneur humaine, quoi. Ouais. À chaque fois que je vois des émissions là-dessus, ça me met la larme à l'œil. Je trouve que c'est une chose. Une des belles choses qui existent sur Terre, surtout à notre époque. Je suis toujours reconnaissant de la personne qui m'a donné ce rein, de la famille qui a accepté de le faire. Et puis, je me dis que ça transmet des valeurs aussi qui me paraissent importantes. La solidarité à son maximum, donner quelque chose avant de partir. Et en même temps, je me dis ne pas donner, je trouve ça un petit peu... plus que dommage, quoi, parce que on sait que de toute façon on va finir en poussière ou dans les flammes de toute façon. Donc autant faire un dernier geste et sauver quelques personnes, quand c'est le cas d'un cœur par exemple. Tous les ans il y a des gens qui meurent faute de donneurs, faut le savoir. 1 ou 2 personnes par jour, c'est quand même important. On en parle peu. Et puis ça permet à d'autres de mieux vivre, c'est mon cas. Et moi j'en profite tous les jours. Est-ce que vous vous sentez justement un peu redevable vis-à-vis du donneur et de sa famille, et puis avec une obligation morale de vivre précisément ? Oui. Et puis, j'essaie de profiter au maximum d'un organe qui permet de vivre à peu près normalement, en dehors des médicaments et quelques examens, quoi. Mais on profite de la vie différemment, comme tous les gens qui ont été malades, en fait. Oui, qui sont passés près de la mort. Ils sont tributaires de quelque chose qui, sans cela, en fin de compte, on aurait une vie totalement différente, quoi. Les dialysés ont une vie très, très difficile. On est très, très fatigué après chaque dialyse. Et puis, des dialyses, il y en a régulièrement. C'est tous les 2-3 jours. Ou c'est 3 fois par semaine, c'est ça ? Oui. Par semaine. C'est 4-5 heures à chaque fois. Après, on est fatigué pendant au moins une journée.
Et puis, enfin, très fatigué même. Hein. On est souvent obligé d'arrêter de travailler parce que trop fatigué. Hein. Pour donner une idée, je prends toujours l'exemple de quelqu'un qui fait un footing et qui ne boit pas pendant son footing, qui perd 2 ou 3 kilos, hein, et puis qui ne boit pas ensuite non plus. Et donc, ceux qui l'ont fait savent qu'on est très fatigué quand on a perdu 2-3 kilos. Et ben, c'est la même chose, mais 3 fois par semaine, pour éliminer tous les déchets. Parce que le rein, sa fonction première, c'est d'éliminer les déchets. Autrement, on s'empoisonne. Voilà, petit à petit. Vous avez un rein greffé et l'autre qui fonctionne normalement ou qui... Je suis un petit vénard, j'ai 3 reins. Ouais. 2 qui ne fonctionnent pas et un qui fonctionne bien. Hein, et on peut aller jusqu'à 4, je crois. Hein. Donc, dans chaque haine, on en met un. D'accord, parce que... On peut garder ces 2 autres reins natifs. C'est une question de taille de rein. Comme on était 5 dans la famille, on était 3 greffés. Donc, j'ai un frère à qui on a été obligé de faire une première opération pour lui enlever un rein. Et 6 mois après, on lui a fait une 2e opération pour la greffe. Et donc, lui, il n'y avait pas assez de place. Il avait des reins qui étaient trop gros. Donc, il a toujours 2 reins. Un qui ne fonctionne pas et l'autre greffé. D'accord, oui, je ne pensais pas qu'on pouvait entasser autant de reins dans un même homme. Un petit ventre à la longue. Voilà. En plus des kystes. Bon. C'est un moindre mal. Hein. Et c'est vrai que ce témoignage, il est effectivement très touchant et on est au cœur de ce sujet du don d'organes. Hein. Qu'est-ce que vous voulez rajouter, Delphine Gillot ou Joseph-Marie Plourdeau, sur ça ? À titre personnel, j'ai vécu aussi une situation, pas en tant que greffé, en tant que conjoint d'une jeune maman, qui à 29 ans développe une insuffisance rénale, qui a fait 9 années de dialyse, et puis sa greffe est intervenue à l'âge de 38 ans. Votre épouse, hein ? Oui, tout à fait. Bon, j'en parle rarement, mais bon, voilà, c'est aussi un petit peu l'autre pan de la vie de famille, où, comme Joseph l'évoquait, tout le monde vit au rythme du malade. Mais nous, on ne sait jamais, avec nos enfants, c'est important, privé de vacances, effectivement, la maman allait... au terrain de camping, quand le taxi venait la conduire au centre d'hémodialyse où on était. C'était une journée sur 2, mais le lendemain, elle allait à la piscine avec ses enfants, ça allait mieux. Et puis le surlendemain, elle repartait à la dialyse et ainsi de suite. C'était rythmé par ça. Donc, mais c'était important pour la vie de famille. Voilà. Donc tout le monde a vécu au rythme de la malade. Sachant qu'après, il y a toute la vie professionnelle de chacun, la vie familiale. Donc, voilà. Jusqu'à la greffe. Jusqu'à la greffe, elle a été transplantée rénale à 38 ans. Et au bout de 6 ans, malheureusement, la maladie encore est venue. Elle est décédée après 6 ans de greffe. Alors, ce sont des accidents rares, mais qui peuvent arriver, de type... cardiovasculaire, mais là on était dans les années 90, donc en termes de performance de traitement, je pense que Delphine le sait, par rapport à aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus... Tout évolue. Tout a évolué. Il peut arriver des accidents graves de type cardiovasculaire, pulmonaire et autres. Oui, des réactions du corps en fait à ce corps étranger. Mais indépendamment de la greffe en fait. Oui. C'est ça, en fait, parce que ça allait très très bien. Voilà, c'était là aussi assez compliqué. Et c'était un don d'organes d'une personne décédée dans le même cas que Joseph, puisqu'elle avait été transplantée au CHU d'Angers. Voilà. Le don du vivant est assez récent. Oui. Ça fait que quelques années. Mais c'est un protocole qu'il faut développer, qu'en France on développe. C'est 600 greffes quand même, 600 donneurs du vivant pour 600 greffés en 2024 quand même en France. Et là, les compatibilités, on les retrouve souvent dans la famille quand il faut donner par exemple un rein, parce que c'est ce qu'on peut donner de son vivant le plus facilement, tout à fait. Excepté plasma et tout ça. Oui, c'est des examens pour le futur donneur ou celui qui se propose de donner de son vivant. Oui, il faut être compatible. Il faut aussi prouver psychologiquement que les 2 personnes ne sont pas contraintes et forcées, celui de recevoir et celui de donner aussi. Donc je pense que ça s'étale sur 1 année quasiment avant de pouvoir faire un don du vivant, au niveau psychologique et au niveau aussi des examens biologiques.
Parce qu'il faut quand même être compatible, parce que les anti-rejets font beaucoup de choses, ils sont de mieux en mieux, mais plus on est compatible, et mieux c'est quand même. Sur les gestes techniques, Delphine Gillot, ça demande énormément de précision en fait. Ce sont des chirurgiens. Des Ouais. chirurgiens. C'est des chirurgiens qui prélèvent et des chirurgiens aussi qui greffent. Donc avec l'organe, plus les artères qui vont avec, les veines qui vont avec, pour qu'ils puissent reprendre vraiment une fonctionnalité correcte sur son receveur. Ça fait combien de temps qu'on fait des greffes? Enfin, la première greffe, c'était La première greffe du cœur, c'est en 1968. Paix à son âme, mais le professeur Cabrol était le pionnier de la greffe en Europe et elle s'est déroulée en France. Donc en 1968. Il a fallu parler du don à partir de ce moment-là, parce que pour greffer, il faut des donneurs. Et donc c'est là qu'a commencé en France de parler. Et France Adot a été une des premières fédérations d'associations à parler du don d'organes. Alors c'était quand même... c'était important, hein. C'est un sujet délicat aussi. Oui, complètement, oui, tout à fait. On va conclure, hélas, avec des annonces pour des manifestations de sensibilisation donc destinées au grand public. Est-ce que l'un ou l'autre, vous avez quelque chose que vous souhaitez rajouter? Peut-être un dernier message pour les auditeurs. Delphine Gillot. Oui, il faut se positionner de son vivant, c'est très important. Qu'on soit pour ou qu'on soit contre, mais vraiment le les dire. deux sont respectables. Tout à fait. Voilà. Mais il ne faut pas que les familles soient dans ne pas savoir en fait. Parce que quand arrive le moment délicat, qui est déjà très compliqué, de ne pas savoir, ça rajoute une lourde tâche en fait, de réflexion à la famille et aux proches. Voilà. Si j'ai quand même une question, parce qu'on parlait des dons de moelle osseuse, on a dans l'imaginaire que c'est très douloureux de donner sa moelle osseuse. C'est un des domaines de sensibilisation de l'association. Le don de moelle osseuse, la procédure s'est simplifiée en fait au fil des années, puisque aujourd'hui 80% des dons se font par le biais du sang. Il n'y a plus de contraintes d'anesthésie générale et ainsi de suite, donc c'est moins risqué par nature. Et 20% des dons se font uniquement à partir de prélèvements dans les os du bassin, là où la moelle osseuse est la plus importante. Et ces dons-là sont destinés à la pédiatrie, en fait, aux dons pédiatriques chez l'enfant. Non, ça a beaucoup évolué et il n'y a franchement pas de crainte par rapport à ça. Ça limite les craintes, en tout cas. Les craintes d'anesthésie générale et autres. Et de douleur. Et de douleur. Oui, alors ça, c'est la confusion. Oui, on mélange un peu tout. Oui, tout à fait, mais c'est bien de le rappeler, de toute façon. Voilà. C'est comme le don d'organes et le don du corps à la science. C'est aussi deux domaines qui sont différents. Ouais. Et encore une fois, je crois que je le redis à chaque fois parce que c'est l'un de vos prédécesseurs, Jean-Marie Plourdeau, qui disait « En parler ne fait pas mourir ». Et c'est vrai. C'est pas parce qu'on parlait du don d'organes autour d'un barbecue que on va tous mourir dans la foulée. C'est ça. Et donc c'est vrai que Delphine Gillot, c'est plutôt pas mal le jour où de pouvoir savoir où on en est en fait. Ça évite de se poser des questions. Il faut aussi savoir que dans les petites choses, on est tous donneurs, mais on peut être aussi un jour tous receveurs. Et ça ne se prévoit pas. Donc c'est dans ça aussi qu'il faut essayer de penser que, de faire un don ou dire qu'on est donneur, c'est peut-être dire, là, moi, s'il m'arrive quelque chose, je suis donneur. Mais peut-être que dans 5 ans, finalement, je serai receveur parce que je vais déclarer une maladie, quelque chose qui ne fonctionnera pas et j'aurai besoin d'une greffe à mon tour. Et potentiellement plus receveurs que donneurs. Oui, souvent. Ça, il faut le rappeler. Il y a plus de malades, en fait, qui ont besoin de dons d'organes que de gens, finalement, qui vont donner. Oui, c'est un bon petit rappel à faire. Aujourd'hui, 2 chiffres en France, et on peut conclure là-dessus, avant nos rendez-vous. En 2024, on greffe 17 patients. En France, chaque jour, en moyenne, par jour. On en inscrit 23 nouveaux en liste d'attente. Donc vous voyez bien l'écart qui se creuse d'année en année. Ça dit bien effectivement la nécessité de se mobiliser. Ce que vous faites donc avec plusieurs rendez-vous que vous proposez. Donc je parlais du 22 juin, les motards ont du cœur, qui sillonnent les routes de la Mayenne. Ça, on les entend parce qu'ils sont extrêmement nombreux, donc on les entend. On ne sait pas toujours pourquoi ils roulent, mais c'est pour sensibiliser aux dons d'organes. Et vous avez d'autres rendez-vous. Jean-Marie Plourdeau. Oui, alors dès la semaine prochaine, donc on va avoir un stand à l'Hyper-U d'Evron le samedi 14 juin.
on ne peut pas le faire le 21 juin parce que la galerie de l'Hyper-U est occupée. C'est Donc, pas grave. C'est pas grave, donc voilà, ça c'est sur Évron. Après, on va voir en commun avec les infirmières de coordination dans le hall de l'hôpital, le jeudi 19, une journée de sensibilisation avec du public, les usagers où de on l'hôpital. pourra venir poser les questions. Oui, c'est tout à fait. important. Ouais. Et puis le 22 juin, qui va être cette journée de mobilisation sur la Mayenne. Et puis Ça, le c'est de mon 21 juin, Voilà, l'équipe la de coordination hospitalière, nous serons là pour répondre aux questions du public mayennais qui vient faire ses petites courses le samedi matin sur le marché sur de le Laval. marché de Laval. Merci beaucoup à vous, Delphine Gillot, Jean-Marie Plourdeau et Joseph Aubin, de vos témoignages et puis de votre appel à se mobiliser pour donner des organes et des tissus de son vivant ou après. Et pour en parler surtout et pour sauver des vies. Et dans l'idée effectivement de sauver des vies. Merci de ce rappel évident, mais que c'était bien de le préciser. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. Merci. Merci beaucoup.